C'est pour ça que j'avais intitulé les TCA Parlons-en, c'est le slogan de cette journée nationale, internationale même je crois, des TCA. Et donc on va en parler. Alors, bienvenue à tous, ça me fait trop plaisir de vous voir, merci pour vos petits messages. J'en ai grand besoin, me dit Ch'ti Choupi. Tant mieux, on va faire le plein d'énergie positive, on va parler de tout ce rapport à l'alimentation et on va faire en sorte de faire le plein d'énergie positive, comme toujours. Alors, très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Élise et je suis spécialiste de l'hypersensibilité positive. Donc en fait, je suis la coach des femmes hypersensibles qui ont envie de rayonner de bonheur, voilà, qui ont envie de déculpabiliser, de prendre confiance en elles, de se sentir mieux dans leur tête, dans leur corps, etc. Et en fait, effectivement, les TCA font partie un peu du quotidien de certaines personnes hypersensibles, et moi y compris, je vais vous parler de mon histoire. Et donc du coup, on va pouvoir essayer aussi de dégrossir tout ce qu'il y a vis-à-vis de ça, et peut-être aussi vous déculpabiliser entre la sensibilité et les comportements alimentaires, à quel point ça peut peut-être vous frustrer, etc. Ou vous inquiéter, et en fait, on va pouvoir faire ce lien-là avec l'hypersensibilité et j'espère du coup que ça va vous faire du bien tout simplement. Je fais un premier petit disclaimer qui est important pour qu'on soit bien toutes au même niveau d'information. Je suis là en tant que coach en développement personnel pour apporter mon expertise sur le bien-être, sur la confiance en soi, sur l'hypersensibilité. Tout ça, c'est mes domaines. Je travaille principalement la déculpabilisation, les croyances limitantes, le bien-être émotionnel, l'accueil des émotions, toutes ces choses que je vous avais montrées aussi dans l'association, ces sujets qui sont connexes finalement au sujet de l'alimentation. Et c'est dans ce cadre-là que j'interviens ce soir et en aucun cas en tant que professionnelle de santé. Donc le disclaimer, je ne suis pas une professionnelle de santé, je ne suis pas non plus spécialisée dans l'accompagnement des TCA, ce n'est pas mon sujet. Et si vous avez des problèmes de troubles alimentaires, c'est très important que vous ayez un suivi médical d'une personne qui va être spécialiste des TCA pour vous accompagner. Voilà, du coup, c'est important que je puisse vous le rappeler avant qu'on commence. Moi, tout ce que je vais vous donner ici, ça va être soit mon témoignage personnel en tant qu'Élise de ce que j'ai vécu, soit mon expertise de coach et de ce que je peux vous apporter sur les accompagnements de développement personnel, sur vos émotions, sur votre hypersensibilité, sur votre confiance en vous. Et après, pour tout ce qui est le suivi médical, c'est important que vous ayez soit une psychonutritionniste, soit un médecin, soit les deux, que si vous êtes en situation de détresse vis-à-vis de tout ça, c'est toujours très important d'avoir ce suivi médical. Vous pouvez en parler à votre médecin généraliste si vous n'avez pas encore de contact sur ce sujet-là. Et c'est très important de pouvoir avoir vraiment ce suivi médical. Donc ça, c'était mon disclaimer où je veux vraiment apporter cette touche-là, qu'on soit d'accord, qu'on parle des bonnes choses. Alors, attendez, juste parce que du coup, Chichoupi, tu me dis c'est Anne-Laure, du coup tu es sur les deux, ok. Je n'entends pas. Est-ce que vous m'entendez bien sur Instagram? Ce serait bien que vous me le disiez. Est-ce que ça fonctionne pour vous? Et j'ai l'impression, Marine me dit que ça fonctionnait déjà sur Facebook, donc voilà, pour être sûr qu'on commence avec tout ce qui fonctionne. Est-ce que vous m'entendez sur Instagram? Si oui, mettez-moi-le dans les commentaires que je vois que ça fonctionne. Vous m'entendez les pommes? Sur Insta, oui. Magnifique. Merci beaucoup, Julie. Ok, donc on va pouvoir commencer. Cool, trop cool. Merci Gwen, merci Ophélie, merci à toutes. Ok, super. Alors du coup, il y a peut-être un problème juste sur ton Insta. Dans ce cas-là, reviens sur Facebook, enfin là où tu entends. Et en tout cas, apparemment, ça a l'air de marcher pour tout le monde. Donc voilà. Donc je serai là en tant que coach pour répondre à vos questions, etc., pour partager mon témoignage. Mais ce live ne se substitue pas, évidemment, surtout si vous êtes avec des problèmes de TCA actuellement, à un suivi médical spécialisé. Voilà, comme ça, c'est dit. Et comme ça, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, un petit point de définition, vous savez à quel point c'est important pour moi pour qu'on parle de la même chose. C'est quoi les TCA? Qu'est-ce que c'est que ce mot un peu barbare qui en plus, donc TCA, c'est les troubles des conduites alimentaires. Moi, dans ma tête, je pensais que c'était les troubles du comportement alimentaire, mais alors peut-être que ça a évolué, je ne sais pas. Mais en tout cas, le nom officiel aujourd'hui, qui est bien sur la page que je vous recommande de la Journée internationale des TCA, c'est les troubles des conduites alimentaires. Je trouve ça intéressant d'avoir mis conduite et pas comportement, donc je sais pas si c'est quelque chose qui a changé ou quoi, mais c'est vrai que c'est une bonne chose, vous n'avez pas un problème de comportement, je pense qu'il y avait une grosse culpabilisation vis-à-vis de ça, c'est aussi tout ce que ça provoque dans votre quotidien. Et donc ça va être intéressant de parler de ces conséquences-là. Alors, donc un point de définition. On a dit les TCA, c'est les troubles des conduites alimentaires.
Quand on a dit ça, on a tout et rien dit. On va parler dans le détail. Officiellement, les troubles des conduites alimentaires, c'est l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Encore, on va détailler un cran plus loin. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez besoin de quoi que ce soit. On y va ensemble. Donc, définition par définition, maintenant qu'on a dit que c'était ça qui était regroupé dans les TCA, chaque petite définition, on a l'anorexie. Qu'est-ce que c'est que l'anorexie? L'anorexie, la définition médicale, c'est perte ou diminution de l'appétit. Et c'est très important ici de faire déjà la distinction entre deux sujets, l'anorexie et l'anorexie mentale. Ces deux points ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est très important déjà d'avoir cette première définition pour savoir de quoi on parle et de savoir aussi vous définir et aussi savoir pour tous ceux qui ne savent pas la différence. Donc l'anorexie, c'est la perte ou la diminution de l'appétit, d'accord? Et par contre, l'anorexie mentale, c'est une perte de poids intentionnelle. Donc déjà dans cette définition, c'est super important de faire la définition entre l'anorexie non souhaitée, c'est-à-dire une forte perte de poids qui n'a pas été intentionnelle, d'accord? Et l'anorexie mentale qui est une perte de poids intentionnelle, c'est-à-dire des comportements qui ont été réfléchis, entre guillemets, qui sont prémédités pour intentionnellement perdre du poids. Donc une envie d'être beaucoup plus mince, d'avoir un poids beaucoup plus faible que ce que l'on a. Déjà, ça je sais que c'est très méconnu et qu'il faut beaucoup en parler pour parler des différences. Donc déjà on voit à quel point dès le départ, alors qu'on parle d'alimentation, il y a cet aspect mental qui rentre en jeu et qui est vraiment important à prendre en compte. Donc l'anorexie qui est différente de l'anorexie mentale. On a ensuite la boulimie, donc je vous ai préparé mes petites définitions. La boulimie, la définition, c'est l'absorption rapide de grandes quantités de nourriture. Et là aussi, en fait, on va distinguer deux choses. Donc la boulimie, avec cette absorption rapide, un peu compulsive de grandes quantités de nourriture. Et on parle de boulimie lorsqu'il y a des vomissements ou des laxatifs ou quelque chose qui vous permet en fait de compenser ce qu'on appelle les comportements compensatoires. Ça veut dire tu manges énormément et en fait tu vas trouver des stratégies pour ne plus avoir cette alimentation en toi, donc soit avec le laxatif, soit avec les vomissements. Et donc en fait là dans ce cas-là on parle de boulimie. Et là encore, comme pour l'anorexie et l'anorexie mentale, en fait, il y a un deuxième volet qui est un petit peu différent. On parle donc de boulimie quand il y a des vomissements ou donc des comportements compensatoires. Et en fait, on va parler d'hyperphagie boulimique lorsqu'il y aura de la boulimie sans comportement compensatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'hyperphagie boulimique, c'est lorsque vous avez des absorptions de grandes quantités d'aliments, de nourriture, mais que vous ne vous faites pas vomir et que vous n'avez pas de comportement compensatoire. D'accord? Donc voilà, simplement, vous allez avoir ces absorptions intenses en quantité de nourriture. Donc voilà, déjà, qu'est-ce que c'est que les TCA? Et c'est important d'en parler parce qu'en fait, on a toujours l'impression que c'est des gens qui, en fait, ne savent pas s'alimenter. Et ça c'est non, d'accord? Ça, on va arrêter de parler de ça. Ce n'est pas un problème de bouffe et ça n'est pas juste un problème de bouffe. J'ai presque envie de dire que c'est quasiment jamais un problème de bouffe. C'est très souvent des problèmes qui ont d'autres causes. Donc, je vais vous parler de mon expérience et je vais aussi vous partager quelles sont les causes qu'on peut identifier et qu'on retrouve beaucoup dans certaines de ces maladies. Et n'hésitez pas du coup à me poser vos questions et à réagir si ça fait écho en vous. Et on va faire en sorte de faire le lien avec notre hypersensibilité pour se sentir mieux. Donc, je vais vous parler très rapidement de mon histoire. La nourriture et moi, comment ça s'est passé? Et en fait, dans quelle catégorie j'ai vécu une période de troubles alimentaires. Donc déjà toute petite, je ne sais pas qui est dans cette catégorie, mais toute petite, je faisais partie de ces enfants qui ne mangeaient rien. D'accord? Donc ça, il y a une partie qui a donné beaucoup de fil à retordre à ma mère, que j'embrasse très fort, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui d'ailleurs, donc maman, si tu vois cette vidéo, je te fais plein de gros bisous et je m'excuse pour t'avoir été aussi difficile pour manger. Mais voilà, il y avait déjà un truc, c'était là avant. Donc quand je suis née, j'étais déjà très compliquée à faire manger. Ma mère, pour la petite anecdote, me courait avec la cuillère après. Et en fait, on avait un petit espace dans la maison où on était.
En fait, mes parents étaient en train d'aménager la cuisine et quand j'étais petite, il y avait l'espace pour le lave-vaisselle, mais pas encore le lave-vaisselle à l'époque. Donc il y avait juste un trou et ma mère me raconte toujours en mode elle me courait après et je partais me mettre dans ce trou et je me bloquais derrière comme ça. Et en fait, c'était terminé et voilà, j'allais me recueillir dans ce trou pour ne pas manger. Donc déjà toute petite. Donc c'était déjà intéressant de se dire que toute jeune, il y avait cette non-envie d'alimentation. Alors, je n'ai pas encore les causes, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui se passait à cette époque, mais voilà, je faisais partie de ces enfants qui ne mangeaient rien. Et alors, en plus, on te le dit. Alors, Élise, elle mange rien. Voilà. Donc, la première cause que je vous raconte avec cette histoire, elle est déjà très très jeune, et en fait, dans ce cadre-là de l'alimentation, on va parler d'une cause génétique. D'accord? Il faut déjà se dire que de base, on a un terrain et que c'est ok et que c'est parfait, je vous le dis toujours pour l'hypersensibilité. On n'a pas à se changer, on a à se comprendre pour se sentir mieux avec soi-même, mais on n'a pas à se changer. Et en fait, dès le départ, je remarque que j'avais une cause génétique qui fait que ma mère, toute petite, même bébé, même quand à peine j'ai commencé à marcher et un peu après, je ne mangeais rien. Merci pour l'anniversaire à maman, vous êtes trop mignons. Donc, effectivement, il y avait ce premier truc. Alors, vous me dites, alors Anna me disait, je ne mangeais rien quand j'étais petite et maintenant c'est tout l'inverse d'un extrême à l'autre. Et Jessica me dit, oui, moi aussi c'était pareil. Et en fait, vous allez voir que dans l'évolution, il peut avoir aussi des causes. On va essayer de mettre des mots dessus et j'espère vraiment que ça va vous aider. Donc, je vois qu'on est plusieurs à se dire, petite, je ne mangeais rien. Donc déjà, il y a un vrai terrain qui est là. Parce que je ne pense pas qu'on puisse conditionner des enfants. Vous avez les bébés RGO, pareil, qui en fait font des bébés RGO, c'est des bébés qui régurgitent, d'accord, qui ont des problèmes gastro. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais il y a plein de mamans, je pense, à l'époque, qui n'avaient pas eu cette information et qui ne sont pas aussi bien accompagnées qu'aujourd'hui, et j'espère qu'on accompagnera encore mieux demain, qui en fait ont dû se dire, mais mon bébé ne garde pas la nourriture, etc. Alors qu'en fait, c'est pas un problème de digestion, enfin, c'est justement pas un problème d'alimentation, c'est un problème de digestion et de tout ce que ça fait vivre, etc. Et donc, je pense qu'il y a déjà cette cause génétique où il faut déculpabiliser mais notre corps, il est comme ça à la base, en fait. Et il y a quelque chose qui fait que, je ne sais pas si c'est la taille de notre estomac, ou ça peut être pour les bébés RGO, ça pourrait être plein de trucs. Déjà, il y a un terrain génétique. Le point numéro 2, c'est qu'en fait, quand j'ai un petit peu grandi, donc non seulement je ne mangeais rien, mais en plus, je faisais partie de cette catégorie très difficile avec la bouffe. Donc, qui ici, à qui on a dit, t'es trop difficile? Pas parce que tu manges rien en quantité, mais parce que tu mangeais rien en variété. Et que c'était difficile pour te faire manger différents types de bouffe, etc. Et donc en fait, moi je faisais partie de cette catégorie. Très difficile pour la bouffe. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à manger des aliments différents. J'avais du mal à manger certains goûts qui ne m'allaient pas et c'était compliqué de me faire découvrir de nouveaux goûts, etc. Et en fait, je trouve ça super marrant parce qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai de ce que j'ai vécu par rapport à mon hypersensibilité, de ce que je comprends, de ce que je continue à travailler aujourd'hui et sûrement de ce que j'apprendrai encore demain sur moi, j'ai l'impression qu'à cette époque, quand j'étais difficile pour la bouffe, ben en fait, c'était déjà un aspect sensoriel. J'avais déjà l'impression que c'était lié à mon hypersensorialité et que du coup, il y a des goûts trop marqués, trop différents, qui me sollicitaient, des textures, des choses, des acidités. Et encore aujourd'hui, alors j'ai 33 ans, tu me vois manger un citron, c'est terrible, là. C'est une catastrophe. Et en fait, aujourd'hui, je sais que c'est mon hypersensorialité. Et en fait, à l'époque, on me disait oui, elle est difficile et tout. Non, mais parce que de la découverte d'un goût, pour moi, c'était un truc de malade et que ça me prenait et que ça me stimulait énormément et que c'était pas juste un goût différent, c'était énorme. Et donc en fait, il y a aussi du coup cette deuxième cause après la cause génétique pour moi qui est une cause sensorielle. Toutes les causes que je vous donne, c'est aussi par rapport à l'analyse de ma propre histoire, voilà, et peut-être que ça va résonner en vous. Donc il y a des causes génétiques, il y a des causes sensorielles, et ici je pense que mon hypersensorialité, ce développement des sens un peu exacerbés rendait pour moi l'alimentation aussi compliquée et surtout la découverte de nouveaux goûts compliqués, puisque à chaque fois que j'en découvrais un, c'était quand même une expérience intense, que c'était pas toujours des bons moments, etc. Et donc du coup, bah, j'associais ça à, ça veut dire que là, ça va être un mauvais moment, donc je n'avais pas non plus envie de goûter d'autres choses et que c'était compliqué par cette hypersensorialité. Est-ce que vous aussi, vous avez vécu ça? Est-ce que ça vous parle? Je vois sur Facebook, sur Instagram, oui, Ophélie qui me dit certaines textures étaient compliquées pour moi. Tout à fait. Et en fait, c'est quelque chose dont on ne prend pas en cause et jamais on se pose cette question de l'hypersensorialité, de est-ce qu'il y a quelque chose qui est compliqué à gérer, etc. Et je sais que par exemple, je parle de ma propre expérience.
c'est d'autant plus compliqué pour des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Donc ma maman, qui va pas aimer qu'on parle d'elle, mais du coup aujourd'hui ça fait 2 fois, ma maman n'est pas hypersensible et pour le coup a presque une faible sensibilité à ce genre de détails, c'est-à-dire que voilà, pour elle, certains goûts c'est pas super important, les textures ça va, il y a certains trucs qu'elle aime pas, mais c'est assez rare. Et donc du coup je pense que je me mets à sa place. Quand pour toi il y a absolument aucun problème, ça doit être difficile de se projeter dans quelqu'un qui a cette hypersensorialité, qui est dès que c'est acide, dès que c'est sucré, dès que c'est machin, il faut un équilibre, que les textures c'est bizarre, que machin. Et ça peut paraître être difficile, et j'ai envie de vous dire non, ce soir, on n'est pas difficile, on a une sensorialité développée. Et ça suffit qu'on nous dise qu'on est difficile. Tu vois, déjà dans les mots, c'est chiant. D'accord? Déjà dans les mots, on nous culpabilise depuis petit, au lieu de nous dire c'est des goûts qu'elle n'aime pas découvrir ou c'est compliqué d'avoir de nouveaux goûts, etc. Non, on est difficile. On n'est pas difficile, au contraire, on a cette haute sensibilité. Alors, Jessica me dit, pas forcément pour ma part, mais la peur de l'étouffement surtout, ce pourquoi je n'ai plus d'amygdale. Oui, alors ça du coup, en plus, ça dépend si vous avez des expériences qui ont pu être traumatisantes. Ça fait aussi partie des causes du coup, je sais pas comment on pourrait appeler ça, des causes de vie ou des causes événementielles qui fait que c'est un peu comme quand tu as pris l'ascenseur, tu es resté bloqué dedans, tu veux plus prendre l'ascenseur, bah du coup tu peux être en fait un traumatisme qui est là, qui est lié à ça. Et c'est important aussi de prendre en compte cet élément effectivement que moi je n'ai pas eu, mais qui peut être aussi, c'est très important de le souligner, c'est hyper intéressant, d'avoir des causes traumatiques par rapport à la nourriture aussi, liées à ce que vous avez vécu, ou si vous avez vu quelqu'un faire une mauvaise réaction avec la bouffe, ou peu importe. En fait, je pense que les causes traumatiques peuvent être aussi très très impactantes dans votre parcours avec l'alimentation. On cherche un peu beaucoup aujourd'hui. J'ai pas compris par rapport à quoi. Un enfant qui mange que de la nourriture blanche. C'est-à-dire, c'est parce que tu penses qu'on cherche pas assez, on cherche un peu beaucoup. Ah non, tu cherches des aliments qui pourraient lui plaire, c'est ça? Donc ça, c'est cette deuxième cause, cette cause sensorielle, il faut quand même aussi se dire que ça peut être notre hypersensibilité. Moi, je suis vraiment là pour vous témoigner de ce que j'ai vécu en tant qu'hypersensible et qu'est-ce que j'aurais eu envie de savoir en fait plus jeune, tout simplement, et qui aurait vraiment pu m'aider à me sentir mieux, à moins culpabiliser vis-à-vis de la nourriture et à trouver peut-être quelque chose qui me conviendrait davantage. Le troisième point dont je voulais vous rappeler, c'est que donc du coup quand j'ai commencé, je ne mangeais rien. Après on a dit que j'étais difficile avec la bouffe et il est apparu un super truc qui m'a beaucoup gênée. C'est ce que j'ai appelé ce soir l'anxiété dînatoire. L'anxiété dînatoire, comment je le définis, c'est que à force de m'entendre dire que je ne mangeais rien, que j'étais difficile, etc., j'étais très stressée à l'idée d'aller manger chez les autres. Autre part que chez ma mère, autre part de là où j'étais capable de m'alimenter en connaissance que j'allais manger d'avance. Et donc ça me créait beaucoup d'anxiété. Donc cette peur de manger chez les autres, parce que je savais en fait d'avance que j'allais me prendre des réflexions. Particulièrement dans le cadre familial. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais c'est très compliqué de se dire que tu vas chez quelqu'un, tu sais déjà qu'en plus tu vas pas forcément passer un bon moment parce que tu vas pas manger ce que tu aimes, parce que tu sais pas ce que tu vas manger, parce que ça va être pénible, et qu'en plus potentiellement tu vas t'en prendre plein la gueule parce que on trouve ça normal de se foutre de la gueule des gens pour l'alimentation. Vous avez remarqué ces trucs qui en fait font partie de la condition sociale en mode sur ça on peut rigoler. Donc c'est normal de dire à des gens qui sont pas bien vis-à-vis de leur alimentation, oh là là, et toi tu bouffes rien, t'es chiante, c'est relou de t'avoir. Enfin moi j'ai encore des phrases de certains de mes oncles et tantes ou d'endroits où je suis allée manger et tout. Et je me dis mais c'est pas possible de dire ça à des gens en fait. C'est juste pas possible. C'est terrible. Et en fait on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça alors que c'est un vrai sujet. C'est que les gens qui font des réflexions sur la bouffe comme si c'était normal. Mais est-ce que nous, on fait des réflexions comme ça sur d'autres sujets? Non, je trouve ça trop bizarre. Alors, attends, parce qu'on a des trucs. Par contre, on pourrait te faire prendre le même chemin que moi. Donc, on va voir si faut voir si c'est pas familial, s'il n'y a pas quelque chose qui est en commun avec ton frère. Ça peut être intéressant, Jessica. Alors, TCA lié à des troubles affectifs liés à mon hypersensibilité. Moi, on me disait, tu manges trop, etc. Tu mangeais pas quand tu étais petite, mais tu as bien changé. Ça, c'est très important, je répète, parce que du coup, Alain nous partage que dans les repas, on lui disait tu manges trop, ou alors ah bah avant tu mangeais pas, alors maintenant qu'est-ce que tu manges?
Oula, ça veut dire qu'il vaut mieux m'avoir en photo qu'à table. Voilà, ça aussi c'est terrible. Qu'est-ce que j'ai entendu? Et des choses que j'ai entendues sur moi, mais que j'ai entendues aussi sur d'autres personnes, sur mes frères, mes cousins, ou plein de choses. Du genre, ah bah t'as un bon coup de fourchette. Ou ah tu te resserres. Ou ah mais tu manges plus. Les gens ne sont jamais contents. Franchement, c'est un truc de fou. Tu vas bouffer chez les gens. Tout le monde te fait toujours des réflexions sur ta manière de bouffer. Laissez les gens tranquilles. Arrêtez de leur faire des réflexions. Nous, on leur dit pas, ah bah t'es carrément insensible, ah bah tu fais ça, oh bah t'as l'air complètement con. Je sais pas, c'est trop bizarre de dire ça à des gens. Franchement, je m'emballe. Vous avez vu, je m'emballe. Émotionnellement, c'est compliqué de repenser aux gens qui sont pas bienveillants. Alors, Ophid nous dit, j'avais trop peur de manger de la viande rouge chez les autres. Ça me provoquait et me provoque des hauts le cœur et des goûts. Ouais, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui font des réflexions sur ça. C'est comme les gens qui font des réflexions sur les véganes. Laissez les gens bouffer ce qu'ils veulent. Et de la même façon que laissez les gens qui veulent bouffer de la viande. Laissez les gens arrêter avec tu bouffes que des graines, ah tu bouffes de... Laissez les gens vivre. C'est déjà assez compliqué. Donc bref, je me suis emballée. Ce que je voulais vous raconter et qui du coup résonne parfaitement en vous, c'est la cause émotionnelle. La cause émotionnelle qui est liée à toutes les critiques, les remarques, les gens malveillants qui viennent se la ramener et qui sont horribles avec ça, quoi. Alors, dans mon cas, c'est surtout mes parents, alors qu'ils me faisaient goûter avant de dire que je n'aimais pas. Donc oui, évidemment, dans votre rapport aux parents, de comment ça s'est passé, hein, tout ça, vous trouviez en fait les causes qui vous ont influencé et qui vous ont en fait provoqué cette complication, ou même pas cette complication, c'est en fait retracer l'histoire de votre relation avec la nourriture, avec l'alimentation, et trouver qu'est-ce qui a créé des biais, qu'est-ce qui a trouvé, quelles ont été les causes qui vous ont influencé dans un sens ou dans un autre. Donc en fait, on est sur cette troisième cause qui était pour moi la cause émotionnelle, et ça veut dire que du coup, les repas de famille, c'était l'enfer. Je savais que j'allais en prendre plein la tronche, que c'était pénible. Déjà que sensoriellement, pour moi, les repas de famille avec les bruits, les remarques, les machins, c'était pénible. Mais alors là, du coup, en plus, avec les trucs sur la bouffe, c'est compliqué. Donc, après, tu te connais, hein, t'apprends à gérer ça, etc. Mais émotionnellement, ça n'a absolument pas aidé. Ça a créé de l'anxiété. Je savais que j'allais avoir des remarques. Et en plus, ça crée ce rapport que j'avais déjà eu avec ma sensibilité en mode t'es trop sensible, t'es trop ça et tu bouffes rien, et trucs comme ça. Donc émotionnellement c'était très chargé et du coup en fait vous faites une erreur d'attribution aussi dans ce genre de moment. C'est-à-dire que le rapport à la bouffe en lui-même peut ne pas être problématique, mais à force d'avoir ce genre de truc là, vous associez quand je mange, je ne me sens pas bien émotionnellement parce que je me fais emmerder, parce que j'ai des critiques, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Et donc du coup vous associez ça à un problème émotionnel. En tout cas, vous associez ça avec des émotions qui sont soit très négatives ou au contraire par rapport à aller chercher du réconfort dans la bouffe. Donc vraiment, ce rapport émotionnel, pour moi, il est super, super important. Alors, je mange, je suppose. Je mange toujours mes émotions et c'est moins fort, mais pas encore ça. On va en parler des émotions encore. C'est vraiment très important d'aller chercher votre cause émotionnelle. Quand on vous dit que vous mangez trop, pas assez, etc. Là aussi, d'aller trouver cette distance entre ce que les gens ont dit et vous, votre rapport à l'alimentation. Et c'est sur ça qu'on va se reconnecter ce soir, en lien avec votre hypersensibilité. Donc, le quatrième point dont je voulais vous parler, c'est qu'en fait, j'ai toujours été connectée à mon corps. En tant qu'hypersensible, au tout départ, ça a été important. Je pense que la danse aussi a fait beaucoup. Et c'est vrai que du coup... j'avais beaucoup de mal à ce qu'on me force, entre guillemets, à me déconnecter de mon corps. Et à me déconnecter surtout de ma satiété et à me déconnecter de mes envies d'alimentation intuitive. Je m'explique, j'ai toujours eu du mal avec déjà les repas fixes, parce que selon l'heure où je me suis levée, selon les émotions, ce que j'ai fait, etc., c'était compliqué, c'était très compliqué pour moi de devoir manger un repas, alors que des fois j'avais pas faim, il fallait manger, t'as faim, il faut manger moins, plus... Et c'était compliqué. Ce genre de truc, c'est que déjà, à la base, personnellement, j'ai du mal avec l'éducation qui fait que on n'essaye pas d'écouter la satiété ou les envies dînatoires, alimentaires, en fonction de vos ressentis, etc. Donc déjà, ça fait partie de la société, hein, c'est ce qu'on nous apprend. Alors après, je ne remets pas du tout en cause le fait qu'il faille manger heure fixe pour le bienfait, etc. Mais je parle vraiment du contenu du repas, aussi bien en quantité qu'en substance, plutôt salée, plutôt sucrée, plutôt frais, plus machin. Je me souviens que par exemple, donc il y a des époques où je faisais
quasiment 30 heures de danse par semaine. Et quand je rentrais, je ne pouvais manger que du concombre. Parce qu'en fait, j'étais tellement déshydratée et j'avais, comme quand vous avez fait du sport, vous n'avez pas envie de vous taper une blanquette de veau après. Donc voilà, j'avais besoin de ça. Et heureusement, comme c'est quelque chose depuis tout petit, moi j'avais une maman qui après s'est adaptée et m'a laissé manger en fonction, à partir du moment où j'avais l'âge de le verbaliser, de pouvoir manger en fonction de ce que je ressentais, etc. Et on a avancé sur ça. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est un vrai sujet, je trouve. C'est cette cause physique, ce fait qu'on essaye de nous déconnecter de notre satiété, des bases, en mode finis ton assiette, mais j'ai plus faim. Déjà, rien que ça, c'est comment on peut continuer à dire qu'il faut réparer en fait des causes alimentaires alors que depuis tout petit on nous apprend finis ton assiette alors que ton corps te dit stop. Ou à l'inverse, arrête de manger alors que tu crèves la dalle. Bah t'as faim quoi. C'est là, t'as une grosse faim, peut-être que t'auras moins faim après, mais là t'as faim, c'est que ton corps il hurle un besoin. Je me souviens, je fais aussi un gros coucou à Omnia, le compte Omnia. Et en fait, les filles qui font Omnia, pour certaines, ont eu des parcours de vie très compliqués. J'avais fait une vidéo en fait avec les filles. Et en fait, dans cette vidéo, elles racontent que par exemple, il y avait une période où elles étaient véganes. Et en fait, à un moment, après post-opératoire, un passage à l'hôpital, etc., leur corps leur réclamait vraiment de la viande, quoi. Et que c'était temporaire et que c'était ok. Et que justement, ce qui lui avait fait du bien, c'était de s'écouter. Là, elle avait besoin de viande, elle avait besoin de viande. Ça a été une période et après, elle est redevenue végane. Et en fait, je crois en fait aux corps qui sont capables de vous donner aussi les informations. Des fois, tu as envie plutôt de frais, plutôt de chaud. Qu'en hiver, on ait plus besoin de manger quelque chose qui va nous tenir au corps parce qu'il fait froid, ou plutôt des salades en été parce qu'il fait bon. Et en fait, je pense qu'il y a cette connexion au corps qu'on oublie trop et que dès très jeune, on nous oblige à ne pas nous connecter, en tout cas à nous déconnecter de notre corps. Et en fait, pour des hypersensibles, bah, c'est super dur parce qu'à la base, tu es complètement connecté à ton corps. Un enfant, regardez, le truc qui est dingue, c'est qu'un enfant, tu lui donnes un biberon ou la tétée quand il a faim. Et quand il a plus faim, tu regardes vraiment, tu lui redonnes 2-3 fois pour voir. Et quand il a plus faim, tu arrêtes. Pourquoi on permet au bébé d'écouter leur corps, leur satiété, leurs besoins, que ce soit sommeil, alimentaire ou tout, hein, et qu'après on rentre dans une société où en fait on en vient à être normé et de ne plus pouvoir être connecté à notre corps. Et voilà. Et moi je pense que ça m'a énormément frustrée. Alors du coup, personnellement, c'était beaucoup trop dur parce qu'en plus, sensoriellement, moi j'avais des sinon j'avais envie de vomir, j'étais pas bien et tout. Donc, je luttais complètement. Mais je sais aussi que selon comment tu as été éduqué, etc., si tu as été forcé, enfin, j'ose même pas imaginer toutes les histoires de famille que chacun a, bah, évidemment que là, il y a une cause physique qui existe. Puisque vous avez appris à votre corps à soit continuer à manger alors que vous n'avez plus faim, ou au contraire de ne pas manger alors que vous avez faim, etc. Et donc, en fait, prendre cette cause physique en question, c'est aussi vous rappeler bah, que du coup, votre corps est un allié, en fait, à la base, et pas du tout un ennemi, mais que bah, on nous a un peu amené à nous déconnecter de notre corps. Julie, tu nous dis, notre corps n'est pas une horloge, donc il peut avoir faim à n'importe quelle heure. Oui, puisque c'est en fonction de nos besoins nutritionnels. Ça veut dire, tu vas pas avoir la même faim si tu restes au lit toute la journée ou si tu vas faire 2 heures de sport. Et en plus, tu vas pas avoir envie des mêmes aliments, etc. Donc, évidemment, notre corps, il n'est pas fait pour être tic-tac. Vous l'avez vu, on vit comme la nature, comme le cycle de la nature. Regardez les animaux qui vont vivre en mode, des fois, ils vont manger, après, ils vont hiberner. Après, je sais pas, je pense que chaque être vivant a un cycle qui correspond à un cycle de vie et pas un cycle d'heures et de timing. Donc voilà, je trouve que cette connexion... Et alors, par contre, là, je vous parle des causes, mais on va voir pourquoi c'est génial quand tu es hypersensible et comment tu peux t'en servir. Mais je pense que pour toutes les hypersensibles qui sont là, cette déconnexion forcée au corps, à la satiété, à vos ressentis, ben, c'est aussi une cause qui a pu provoquer ces troubles alimentaires et c'est important d'en prendre conscience et de le prendre en compte. Je continue pour le petit récit. Le 1, 2, 3, 4, 5, 5e point, je ne me trompe pas, le 5e point, pour moi, ça a été la culpabilisation. Alors, la culpabilisation, j'en parle beaucoup pour la sensibilité, évidemment. C'est un sujet qui est tellement important pour moi, que je travaille tellement avec mes clientes. Je trouve ça tellement important de parler de ça, parce que quand t'enlèves ça, t'enlèves tellement de problèmes. Et en fait, la culpabilisation, chez les hypersensibles, c'est terrible. Et là, la culpabilisation alimentaire. Donc,
le truc que je ne supportais pas et que j'ai entendu 40 000 fois, et je ne sais pas si je suis la seule, dites-moi comment vous avez vécu ça. Mais en fait, la culpabilisation avec cette phrase magique qu'on a tous entendue, je pense, une fois, c'est tu ne finis pas ton assiette alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. On en parle de ça, qu'est-ce qu'on fait? Et cette phrase, je l'ai entendue, mais tellement entendue. Et en fait, c'est affreux parce que pour une hypersensible, tu mets tout en cause là. C'est-à-dire la rumination mentale, l'image de la pauvreté, de la faim, qui moi personnellement me coupe la faim, donc c'est contre-intuitif complètement, plus la culpabilisation et donc les émotions qui vont avec. Et donc c'est complètement con, il faut arrêter de dire ça. Et c'est vrai que forcément, je ne le savais pas à l'époque, mais c'est ravageur de faire ça. Et en plus, tu crées une culpabilité. Donc cette culpabilisation, pour moi, c'est la cause psychique qui va avec. C'est tout ce que ça va provoquer, comme ce que je vous avais présenté dans la dynamique de la sensibilité, de pensées qui vont provoquer des émotions, qui vont provoquer des ressentis et de nouvelles pensées. Et c'est là où il faut aller chercher la sortie du cycle et de ce qui a provoqué, de toutes les causes qui ont provoqué ces problèmes alimentaires. Et donc le sixième point dont je voudrais vous parler, c'est le chantage. Le chantage, je pense que ça aussi c'est très fréquent, hein, ça fait partie de notre société occidentale, c'est par exemple, si tu es sage, bah, tu auras droit à une glace, tu auras droit à des bonbons. Donc l'alimentation récompense. On adore ça, hein, de mettre l'alimentation en jeu. Et ça aussi, c'est super, super dur. Je trouve que ça devrait disparaître. Parce qu'en fait, ça crée de gros problèmes. Ça crée des problèmes de rapport à l'alimentation qui vont être l'alimentation trophée, l'alimentation j'ai le droit à, et pas l'alimentation je me nourris, c'est pas le plaisir, c'est pas... Et de la même façon, je pense que du coup, en tant qu'enfant, on se retrouve avec une carotte où en fait, des fois, du coup, on va manger des glaces ou des bonbons alors qu'on n'a pas spécialement envie, ou à l'inverse, on va se sentir privé, et ça, c'est l'enfer. Et cette cause, c'est la cause socio-culturelle. Et elle est dramatique parce que difficile d'en vouloir aux parents, ils font ce qu'ils peuvent, ils remettent ce qu'on leur a appris, etc. Mais ça, il faut que ça change en fait. C'est-à-dire que c'est ce chantage-là qui est venu, qui nous apprend que ce conditionnement par rapport à la bouffe où on y a le droit, comme t'es privé de dessert, mais ça aussi. Donc ce truc-là, c'est toutes les causes qui ont pu avoir un impact sur vos troubles alimentaires et surtout en lien avec votre hypersensibilité qui a décuplé ces problématiques vis-à-vis de l'alimentation. Donc je les récapitule, vous pouvez aller chercher dans vos causes génétiques, les causes sensorielles, les causes émotionnelles, les causes physiques, les causes psychiques et les causes socio-culturelles. Et là, je trouve que 2 secondes, on prend le temps de déculpabiliser, ça n'est pas vous le problème. D'accord, c'est pas juste vous. J'ai vu des partages aujourd'hui sur la journée, je trouve ça très bien en mode les TCA, c'est pas un choix, d'accord, c'est un événement de vie contre lequel on se bat, où les gens sont vraiment en difficulté. Et en fait, non, c'est pas juste je choisis parce que je fais pas d'efforts ou je sais pas très quelle connerie. Non, vous avez vu toutes les causes qu'on a répertoriées. Donc, après, l'idée c'est de s'en servir positivement et de faire en sorte de pouvoir aller de l'avant. Une fois qu'on a identifié les causes, c'est avec ça qu'on avance. D'accord. J'espère vraiment que ça vous aide. Jessica me dit, moi c'est mon voyage à Madagascar qui m'a fait ressentir cette culpabilité. Oui, évidemment qu'il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. D'accord. C'est absolument pas ce que j'évoque avec le problème de la culpabilisation. Hein. C'est que si vous voulez changer la faim dans le monde, c'est pas de finir votre assiette. D'accord. C'est de vous investir dans des associations humanitaires, de donner de l'argent pour ces associations. D'accord, de faire envoyer des... Moi, je sais que quand il y a la banque alimentaire qui passe à Carrefour, on donne, on va acheter, je sais plus, ils donnent des... En fait, ils donnent ce dont ils ont le plus besoin et t'achètes ça. Et ça fait changer la faim dans le monde. D'accord. En aucun cas, de finir votre assiette, ça changera les choses. Et ça, c'est une culpabilisation gravissime. D'accord. Donc, oui, on peut se sentir coupable d'avoir la chance qu'on a. Dans ce cas-là, je vous envoie à des vidéos que j'ai faites, une vidéo qui est très importante sur ce sujet, qui est les privilèges, la différence entre les privilèges acquis et les privilèges innés et comment gérer la culpabilité des privilèges. Mais là, on va sortir un petit peu du live. Mais par contre, d'un point de vue alimentaire, c'est hyper important de se rendre compte que c'est n'importe quoi de faire ça. Si vous voulez changer la faim dans le monde, si vous allez en voyage à Madagascar ou quoi que ce soit, investissez-vous. Donnez de l'argent, donnez des denrées alimentaires, faites les restos du cœur, faites quelque chose. Mais de finir votre assiette, ça ne changera rien. À la limite, de mieux gérer vos achats de consommation pour pas gâcher.
Mais aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un autre outil qui peut vous faire déculpabiliser. Vous téléchargez l'application Give, d'accord? G-E-E-V. C'est une application de dons où vous pouvez donner des objets, mais aussi de la nourriture. Et donc, si vous avez des denrées qui vont se périmer, vous pouvez les donner. Et en fait, vous les mettez sur cette application et les gens qui en ont besoin vont venir les chercher. Vous avez la possibilité de donner à des associations. Ça, c'est si vous avez besoin d'agir et que vous souhaitez agir. Mais en aucun cas, quand vous n'allez pas finir votre quart de steak. D'accord? Et ça, par contre, ça fait des choses qui sont gravissimes sur votre santé, sur votre rapport à l'alimentation, etc. Alors, merci Elise de nous dire que c'est OK et qu'on n'est pas le souci. Ça fait beaucoup de bien de l'entendre. Oui, oui et oui et oui. D'accord? C'est pas juste oui, c'est parce que tu fais pas d'efforts ou quoi que ce soit. Non, vous avez vu toutes les causes qu'il y a, y compris les causes socioculturelles. D'accord? Je suis pas sûre qu'à la préhistoire, il y a eu des troubles alimentaires. Et pourtant, les gènes étaient les mêmes. D'accord? Donc, si aujourd'hui on a un problème, c'est qu'il y a aussi des choses à changer dans notre façon de fonctionner, dans notre façon de fonctionner personnellement, socialement, physiquement, culturellement, dans notre rapport aux autres, à nous, etc. D'accord? Et donc, non, c'est pas juste vous le problème et que quoi que ce soit, vous allez pouvoir identifier ces causes et vous en servir à votre tour. Alors, peux-tu nous redonner le nom pour donner de l'alimentation, s'il vous plaît, Élise? Oui. Le nom de l'application, c'est l'application Give. G-2-E-V. G-E-E-V. Et vous pouvez donner aussi des affaires. Moi, j'ai donné principalement beaucoup d'affaires depuis que je suis partie de Paris quand j'ai déménagé, notamment. Et voilà, j'ai donné plein de choses. Vous mettez sur l'application comme le Bon Coin, mais en gratuit, en fait. Et il y a une partie alimentaire. Et donc, du coup, si vous avez des denrées qui vont se périmer, je ne sais pas s'il y a des catégories à respecter, mais en tout cas, vous avez la possibilité de donner votre alimentation qui va se périmer. Et voilà, donc c'est tout un truc important. Alors, Élise, une autre Élise, parce qu'on a plein d'Élise. On a Élise sur Facebook qui n'est pas moi. On a Élise de Bilinfini qui fait des produits sur des habits pour les hypersensibles d'ailleurs, pour tous ceux qui ont envie d'aller voir, qui nous dit moi je n'aime pas le chantage à la nourriture, mais mon conjoint a une éducation alimentaire égale récompense, donc pas facile. Là, c'est un autre sujet, ça va être les sujets sur les relations, notamment quand on est hypersensible. J'ai un atelier là-dessus et c'est quelque chose qui se travaille aussi énormément. C'est évidemment, là c'est l'aspect communication en mode toi tu es d'accord et pas lui, etc. Donc il faut trouver des solutions. Après, il y a toujours des solutions. Il y a des solutions alternatives, c'est-à-dire que là, ton conjoint cherche une récompense. Et donc, il a une éducation alimentation récompense, mais je suis sûre que si tu lui trouves un substitut à l'alimentation qui pourrait être récompense, donc par exemple un moment de joie ou un dessin, ou je ne sais pas si c'est vis-à-vis de vos enfants ou quoi que ce soit, ou si c'est personnellement, en fait, l'idée c'est aussi de trouver ce substitut parce que c'est le rapport émotionnel. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider pour ça. Marine, mon frère me dit que c'est dans la tête pour perdre du poids. Alors ça aussi c'est un... Et même si c'est si simple, même si je connais les bases. Alors, là aussi, tous les gens qui vous disent mais ça va, c'est facile de perdre du poids, ou c'est facile de manger, ou c'est facile de prendre du poids. Je vais essayer de ne pas m'énerver. Les gens ne savent pas. Et je vais vous dire ce que je vous ai déjà dit sur l'hypersensibilité. Quand les gens ne vivent pas un problème, et qui en plus ils n'ont pas forcément cette hyper-empathie ou cette bienveillance, ils ne sont pas capables de comprendre ce que vous traversez. Mais c'est pas parce que les autres ne comprennent pas que ce que vous vivez n'est pas légitime. Vos émotions, vos difficultés, vos pensées, vos craintes, vos peurs, tout ça c'est légitime. Peu importe que les gens autour ne comprennent pas. D'accord? Dans ce cas-là, vous faites le tri et vous vous rapprochez de gens qui sont spécialistes. Ton frère, il n'est pas spécialisé TCA, il n'est pas coach. Il n'a pas déjà perdu du poids, il n'est pas passé par les troubles du TCA, donc il n'est pas qualifié pour parler. Et ça, c'est ce que je vous avais mis, hein, c'est un mantra que je répète dans mes coachings, dans mes accompagnements que vous avez sur mon compte. Arrêtez d'écouter l'avis de ceux dont vous ne voulez pas l'avis. D'accord? En 2 mots. Et en fait, ça marche aussi avec arrêtez d'écouter les injonctions des gens qui n'ont pas traversé ce que vous traversez. D'accord? Sinon, ça ne marchera pas et vous allez vous faire enflammer la tête pour rien, c'est-à-dire que, à moins que ton frère soit passé par la même difficulté, très souvent les gens qui vous critiquent, c'est des gens qui n'ont pas connu ça, d'accord? Enfin, les gens qui te disent c'est facile de perdre du poids alors qu'ils ont jamais eu à perdre du poids et qu'ils n'ont jamais eu les difficultés que vous avez vécues, et même d'ailleurs, même des gens qui ont réussi, imaginons ton frère il te dit c'est facile de perdre du poids parce que lui il en a perdu. Mais il n'est pas toi. Il n'a pas ta sensibilité, il n'a pas ton vécu, il n'a pas tes traumatismes, il n'a pas tes souhaits, il n'a pas ta vie, il n'a pas le même travail que toi, il n'a pas tout ça. Donc,
écoutez des gens qui vous font du bien, déjà, et c'est pas parce que les autres ne vous comprennent pas que ce que vous ressentez et vivez n'est pas légitime. Ça, c'est super important. Donc, l'hypersensibilité et l'alimentation. Maintenant qu'on a vu les causes, qu'on a vu de quoi on parlait, on va parler d'hypersensibilité, mon sujet dada, hein. Et on va voir en fait les différents liens qu'on peut tisser, d'accord? Personnellement, je vais vous raconter après ce qui s'est passé et qui a fait que... Je vous ai parlé en fait de la nourriture et moi au sens enfance, et on va parler après des événements de vie, donc ça c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure en parlant du traumatique. Jessica me dit, il est possible d'avoir des conduites alimentaires un peu excessives sans pour autant avoir un TCA. Alors, je pense que oui, au sens... je vais vous expliquer pourquoi. Je rappelle le disclaimer, je ne suis pas spécialiste des TCA d'un point de vue médical. Faites-vous toujours accompagner par un médecin pour ces difficultés-là. Mais pour répondre à la question, je vous donne mon opinion personnelle qui n'engage que moi. Jessica me demande, est-ce qu'il est possible d'avoir des conduites alimentaires un peu excessives sans pour avoir autant un TCA? On a vu tout à l'heure que l'anorexie était différente de l'anorexie mentale. Et en fait, par exemple, il y a des gens qui vont dire qu'en fait, l'anorexie, quand tu perds du poids, n'est pas une TCA, puisque c'est pas intentionnel. Donc déjà, tu peux faire de l'anorexie, c'est-à-dire perdre beaucoup de poids, mais ne pas avoir de TCA, déjà. Et la conduite alimentaire un peu excessive, le problème, c'est que déjà, dans ta définition, on ne sait pas ce que c'est. Ça veut dire quoi, un peu? Ça veut dire quoi, excessif? C'est combien? C'est combien de temps? Mais franchement, je veux dire, moi, quand je regarde Top Chef, en soi, si je faisais ça tous les jours, je serais considérée comme boulimique. Parce que je regarde Top Chef, je n'arrête pas de regarder de la bouffe, et ça me donne faim, et je mange n'importe quoi et tout. Ça me pose pas de problème. D'ailleurs, je mange juste de la merde une fois par semaine parce que je regarde mes émissions d'alimentation et c'est cool, mais c'est tout. Mais voilà, le truc c'est que c'est possible dans le sens où tu peux avoir un excès une fois de temps en temps. Je sais pas, c'est comme si, est-ce que quelqu'un qui un soir se met une mine dans un bar est alcoolique? Ben non, mais s'il fait ça toutes les semaines, oui. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que dans ce cas-là, il faut voir quelle est vraiment ta conduite alimentaire, à quel point elle est excessive et récurrente, et quelles sont les conséquences que ça provoque émotionnellement, physiquement et mentalement chez toi et dans ta vie. Voilà. Mais c'est pour ça que je peux dire oui, tu peux avoir des comportements excessifs comme on en a tous, on est humain, bordel. D'accord? Je veux dire, enfin, on vit tous. Ah oui! Ophélie, elle me dit le meilleur pâtissier aussi. Oh oui, c'était la finale des terrible. Moi, quand je vois des émissions de bouffe, je mange n'importe comment. Mais voilà, mais bien sûr que ces soirs-là, du coup, c'est excessif. Ou le jour de mon anniversaire, je mange n'importe quoi. Du bonbon, du coca, à la fin, je remange du fromage. Enfin, et c'est ponctuel. Donc, on peut tous avoir des conduites excessives. Et je pense que le parallèle avec l'alcool, il est intéressant. Je veux dire, quelqu'un qui, le soir de Nouvel An, se met la tête à l'envers, je dis pas que vous devez le faire ou pas le faire, vous faites ce que vous voulez de votre corps, mais c'est pas pour ça que tu es alcoolique. D'accord? Et donc, je pense que pour la bouffe, c'est pareil. Le problème, c'est la récurrence, la fréquence et l'impact dans votre vie. Par contre, attention au déni. Hein, c'est comme les gens qui boivent tous les jours et qui te disent qu'ils sont pas alcooliques parce qu'ils arrivent à avoir un boulot et que machin. Oui, mais tu bois tous les jours et puis c'est fréquent et puis ça pose problème. Donc voilà, attention, c'est pour ça que j'essaie d'être enfin, de mettre les formes et de prendre des pincettes pour parler de ça. Plusieurs fois par semaine, j'en ai besoin pour me réconforter, sans compter les pubs qui me donnent envie de trouver n'importe quoi. Plusieurs fois par semaine, je pense qu'il faudra en parler. Après, tout dépend aussi de ce que tu vas vivre. Tu vois, le fait, si tu es hypersensible et que tu ne la comprends pas, il peut avoir beaucoup d'impact sur ça. Moi, c'est ce que je travaille avec mes clientes, où du coup, quand elles ont un suivi, si elles ont des TCA avérés, elles sont suivies médicalement. Et moi, je travaille sur la partie émotionnelle, lien vers les pubs. Ça, en fait, je travaille sur l'hypervisualisation qu'on a en tant qu'hypersensible, c'est-à-dire que vous voyez les images comme la réalité et du coup, vous percevez comme si c'était là. Donc, en fait, vous êtes un peu trompé par les images que vous voyez. Mais bon, c'est vrai que c'est à étudier. Là, dans ce cas-là, de toute façon, dans tous les cas, si vous avez un doute, c'est très simple, vous allez consulter un médecin. Il n'y a rien d'engageant, vous en parlez avec votre médecin généraliste si vous avez un doute. Plusieurs fois par semaine, je pense que ça peut être intéressant de se pencher dessus. Surtout que tu dis, j'ai besoin de me réconforter. Voilà. Donc je pense que ça peut être important d'en parler avec un médecin. Et par contre, pour tout ce qui est à côté, les pubs qui te donnent envie, etc. Ça, c'est aussi quelque chose que je connais très bien et qui peut être aussi lié à ton hypersensibilité. Donc, je te conseille d'avoir les deux, travailler sur ton hypersensibilité. Et pour ça, on parle avec un médecin pour que tu sois certaine d'être bien accompagnée. Voilà, c'est toujours très important. Donc, qu'est-ce qu'on a sur Instagram? Je vois que ça résonne en vous, le fait de manger n'importe comment, de le meilleur pâtissier ou Top Chef. Julie nous dit, c'est vrai que le déni est un gros problème des TCA.
Oui. D'accord? C'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que je suis là ce soir. Parce qu'en soi, c'est pas ma spécialité. Alors oui, je suis coach pour les femmes hypersensibles et dans les femmes que j'accompagne, une partie ont eu des TCA ou ont des problèmes de TCA. Et donc évidemment que c'est un sujet qui m'intéresse et je voulais avoir ça. Mais aussi ce problème de déni, c'est pour ça d'en parler. Et je trouve ça bien d'en parler là en me disant que peut-être vous passez à côté de quelque chose et que ce serait intéressant que vous ne restiez pas sans accompagnement ou que vous passiez à côté de ça parce que c'est important pour votre santé, pour votre bien-être, etc. Donc, on va parler de justement ce lien entre l'hypersensibilité et l'alimentation. Je vous rappelle, l'hypersensibilité, pour ceux qui ne savent pas, il y a des grands piliers. Moi, c'est ma spécialité. Je vous accompagne sur la confiance en vous, sur la compréhension de votre sensibilité sous tous ces étages et quelles répercussions ça a dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, du coup, y compris votre alimentation quand c'est important pour vous. Et on va parler de ce point-là aujourd'hui. Je vais commencer par l'hyperémotivité. L'hyperémotivité, donc c'est ressentir des émotions très fortes, d'accord? C'est un peu cet effet montagne russe qu'on a avec notre sensibilité. Et c'est aussi notre empathie, d'accord? Le fait d'avoir cette captation des émotions des autres en nous et comment on va les vivre. Et en fait, là, le lien, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est le lien émotionnel à la nourriture. Ça peut être l'erreur d'attribution qu'on a pu faire entre ce qu'on vit avec la nourriture émotionnellement et au lieu de voir les choses de façon distincte, c'est-à-dire voilà, ça c'est la nourriture, je la traite pour ce qu'elle est et j'ai mon émotion, je la traite pour ce qu'elle est, on fait cette erreur d'attribution. On associe la nourriture à l'émotion qui va avec. Et quand tu es hypersensible, que du coup tu as des émotions décuplées, forcément les troubles peuvent être plus importants au sens plus compulsif parce que émotion plus forte, si tu as fait cette erreur d'attribution, le comportement alimentaire va de fait être plus fort. C'est mécanique. Donc, c'est vrai que cette attribution émotionnelle entre... ce lien entre émotion et nourriture, il peut être tout aussi intense que nos émotions. Et là encore, le fait de bien connaître votre hypersensibilité, ça peut vous aider à avoir un meilleur rapport à la nourriture, tout simplement puisque quand tu vas apprendre à gérer tes émotions, à gérer ta haute sensibilité, ta haute émotivité, accueillir tes émotions, savoir faire le distinguo entre qu'est-ce qui est l'émotion, qu'est-ce qui est la compensation émotionnelle, d'accord? Quel est finalement le comportement compensatoire, pardon, on en avait parlé tout à l'heure, je vais rechercher le mot. Quel est le comportement compensatoire, etc. Ça marche aussi d'un point de vue émotionnel. Et donc, c'est très important d'avoir ce lien-là et de se dire que oui, notre hypersensibilité peut avoir un effet, puisque si vous avez ce lien entre émotion et nourriture et que vous avez des émotions qui font ça, votre rapport à la nourriture, il fait ça. D'accord? Je pense que ça, déjà, ça peut dicter quelque chose qui fait que, évidemment, du coup, quand vous apprenez à gérer vos émotions, vous avez moins de problèmes avec votre rapport à la nourriture. C'est important quand même d'identifier ce qui a été fait et cette erreur d'attribution avec les émotions. Donc l'hyperémotivité qui peut jouer en ce sens sur la nourriture. Le deuxième point, c'est l'hypersensorialité. On en a parlé tout à l'heure, je vous ai dit à quel point ça va être important. Ça peut être du coup une difficulté, mais ça peut être aussi une vraie force pour améliorer votre rapport à la nourriture et pour sortir de ces comportements, de ces conduites alimentaires qui ont été troublées, pas forcément par vous, on l'a vu, hein, mais s'en servir comme une vraie force. Pourquoi comme une vraie force? Parce qu'en fait, votre hypersensorialité, si elle est bien utilisée, vous allez pouvoir davantage ressentir la satiété. Déjà. Pourquoi? Parce que comme vous êtes hypersensoriel, les sensations chez vous sont plus intenses. Et en fait, ce qui est aujourd'hui une difficulté va être un avantage demain. Et c'est vraiment ça que je veux vous faire comprendre, c'est que votre hypersensibilité, quand vous la comprenez, quand vous prenez confiance en vous et en votre sensibilité, vous allez débloquer plein d'autres choses. Et en fait, là, vous allez donc du coup, en vous reconnectant à votre corps, vous reconnecter à votre satiété, à votre soif, et vous allez réussir à percevoir vos ressentis, et vous allez pouvoir vous en servir pour savoir quoi manger à quel moment, écouter votre corps, et pas aller forcer. Et donc pouvoir aussi du coup retrouver des conduites alimentaires en adéquation à votre corps qui vont être alignées avec vos besoins. Et ça, c'est hyper important. Et donc tout simplement, vous servir de votre hypersensorialité comme un pouvoir positif dans votre façon de vous nourrir en rendant ça aussi ludique et efficace. Moi, j'ai des exercices en fait autour de la sensorialité pour abaisser l'anxiété, pour se reconnecter au moment présent et aussi pour transformer certaines expériences négatives en positives. Et là, c'est le cas. C'est le cas aussi d'aller
peut-être jouer avec votre sensorialité pour découvrir la nourriture, en profiter, sentir les textures, c'est salé, c'est piquant, c'est sucré, et en fait retrouver cette connexion avec votre corps. Voilà, donc ça vraiment, ce deuxième pilier de l'hypersensibilité, il est en votre faveur, il faut juste savoir l'utiliser. D'accord? Et c'est ok d'avoir été déconnecté avec ça, hein. Vraiment, je vous déculpabilise complètement. C'est ok aujourd'hui d'avoir été déconnecté de votre corps, de votre satiété, etc. C'est pas votre faute, c'est tout le parcours, tout ce qu'on a vu, toutes les causes qu'on a vues en première partie qui font que. Mais les causes, une fois qu'elles sont là, on sait. Il faut prendre le temps de les accepter et maintenant on agit dessus. Et c'est ça qui est important. Et votre hypersensibilité va vous aider pour ça. Le troisième point, vous le connaissez sûrement si vous me suivez depuis un moment, l'hypermentalisation, le sens de beaucoup ruminer, avoir une pensée qui est en arborescence, mais surtout qui est très intense, très rapide, qui fait que vous allez avoir 1000 idées à la minute, etc. Et en fait, là pour moi aussi, pourquoi il est important dans le rapport à l'alimentation, c'est que c'est la clé de voûte du travail sur soi. D'accord? Donc là, en fait, c'est les deux versants d'une même pièce. Mal utilisé, c'est ce qui va vous plonger dans des TCA sévères, dans le sens où ça peut vraiment aggraver votre cas, mais bien utilisé, c'est ça qui va vous permettre en fait de limiter les dégâts, de retrouver la maîtrise et de se sentir mieux avec vous-même, d'éviter d'avoir l'ogre qui vient vous hurler dessus parce que c'est une catastrophe et de vous en servir à votre avantage en vous posant les bonnes questions, en remettant un dialogue interne positif à votre faveur et aussi aller casser les causes de la culpabilisation, d'aller casser les croyances limitantes et tout ce qui a généré aussi ces difficultés vis-à-vis des conduites alimentaires. Alors, Ophélie me dit, quand tu traverses de grandes tempêtes émotionnelles, se faire des câlins comme si on faisait un câlin à un enfant, peut-être un outil. Oui, tout à fait. Et ça, en plus, vous allez allier l'émotionnel au sensoriel. Ça peut complètement vous aider. Et là, déjà, le fait de traverser des tempêtes émotionnelles, vous voyez qu'en fait, l'idée, c'est de trouver l'origine avant la conduite alimentaire qui pose problème. Donc oui, si ça peut permettre d'éviter d'avoir des crises, c'est un très 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 bon point. Et après, bon, il y a aussi un point que je travaille en coaching qui est l'hypervisualisation, qui n'est pas le cas pour tous les hypersensibles, mais en tout cas, moi, je fais le test avec les femmes que j'accompagne pour savoir si elles sont extrêmement visualisantes et quelles conséquences ça a sur leur hypersensibilité. Ça peut être le cas pour la nourriture. Donc, si par exemple, vous visualisez la nourriture d'une façon très réelle, et que votre cerveau est un peu primaire, hein. C'est-à-dire que pour lui, si tu le visualises, c'est que la bouffe est là, et en fait, vous avez des réactions en chaîne qui sont normales, c'est-à-dire que, comme quand on vous parle de bouffe, vous avez déjà la salive qui monte, parce qu'en fait, ça prépare votre tube digestif, et bien, en fait, si ça, vous ne le savez pas, vous allez être, en fait, emmené à avoir faim à des moments où vous n'avez pas vraiment faim. Et ça peut être causé par une hypervisualisation, ce qui est absolument pas un problème dès qu'on sait comment ça fonctionne, et ça, dans ce cas-là, ça marche très bien. Le manque d'amour, alors Ophélie nous dit le manque d'amour peut être la cause, en tout cas, moi ça l'a été complètement, mais c'est sûr que de toute façon les causes de tout ce qu'on a vécu, nos difficultés, etc. ont eu toutes des conséquences. La perte de confiance en soi, ça peut être des TCA, ça peut être des difficultés relationnelles, sociales, etc. Donc dans tous les cas, de toute façon, les causes, il faut juste s'en servir pour changer et aller mieux demain. C'est les identifier. Et une fois que vous savez pourquoi, faire en sorte que ça aille mieux le lendemain. Élise nous dit, j'ai enfin compris que moi, je prends du poids parce que c'est comme une barrière. Je me sens protégée et non atteignable. Et la bouffe est clairement un réconfort. J'essaie de travailler dessus. Oui, là aussi, c'est forcément de travailler sur pourquoi, votre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous faites ça? Est-ce qu'il y a une autre raison? Et en fait, je trouve ça très très intéressant ce qu'Elisa nous dit parce qu'en fait, là, typiquement, c'est un problème qui est résolu quand vous êtes accompagné sur du développement personnel, sur comment vous vous sentez, votre sécurité. Parce qu'elle dit, je me sens protégée et non atteignable. Donc là, il y a un problème de confiance, de sécurisation, d'image de soi aussi. Et là, par exemple, c'est quelque chose qui fait que quand vous le travaillez par un autre problème, moi j'ai des clientes en fait qui travaillent avec moi pas pour les TCA. À la base, elles viennent pas pour ça. Elles viennent pour prendre confiance en elles, trouver leur propre bonheur en adéquation avec leur hypersensibilité. Et en fait, en travaillant sur d'autres causes, alors des fois ça peut être par le travail, ça peut être que par les sensibilités, ça peut être parce qu'elles ont vécu, ben en fait il y a d'autres sujets qui se résolvent d'eux-mêmes. Parce que en fait, quand le problème c'est le manque d'amour, ou c'est le manque de confiance en soi, ou c'est une méconnaissance de l'hypersensibilité, ben quand tu résous ça, tu résous aussi tous les problèmes annexes qui découlent de ce problème-là. Donc c'est hyper important aussi de se rappeler, comme je le disais pour les relations, que ça va avec un travail personnel et que c'est pour ça que c'est important de vous dire de ne pas travailler que sur la nourriture, mais tout en étant accompagné par un médecin et par un spécialiste, ça je ne le répéterai jamais assez, mais que ce travail complémentaire, il est hyper important.
Jody, merci. Non, pardon. Maintenant que tu es sortie de ça, est-ce que tu n'as pas peur parfois de retomber dedans? Alors, bah, tu me fais ma transition parce qu'en fait, je vous ai pas raconté moi ce que j'avais vécu, en fait. C'est-à-dire que je vous ai pas encore dit ce que j'avais vécu. Je vous avais parlé de mon alimentation jeune, mais ça n'a pas posé de problème. En soi, on me disait que j'étais difficile, je mangeais pas beaucoup, ok. Mais justement, ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, en plus, ça m'a pas posé de problème d'un point de vue pour grandir ou pour manger. Enfin, ça n'a pas vraiment été un souci. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que toutes ces causes que je vous ai partagées, en soi, c'est des faits que j'analyse aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé après et ce que je vais vous partager aujourd'hui. Mais en fait, moi, j'ai eu aucun problème de croissance. Bon, même si je fais 1m60. Et ça reste entre nous. Et je pense pas que ce soit à cause de la bouffe. D'accord, ma mère fait 1m54, je suis pas sûre que ce soit un problème de bouffe. Donc, si je n'ai pas eu de problème de santé, j'ai pas eu de problème de carence, j'ai pas eu de problème de croissance, rien. D'accord? C'est après. Donc, jeudi, je vais répondre à ta question. Élise nous dit oui, je ne veux pas qu'on me voie, mais en même temps, je veux être assez costaud pour encaisser si besoin. Là, à mon avis, là, c'est un rapport confiance en toi, sécurisation qu'il faut vraiment travailler par rapport à ta sensibilité aussi. Je me demande s'il n'y a pas eu quelque chose par rapport à pourquoi il faut être costaud. Est-ce qu'on t'aurait pas dit que tu étais trop fragile? Mais bon, on en reparlera. Donc, je parle de ça. Je vous avais promis de vous parler, de vous raconter mon histoire par rapport au TCA et qu'est-ce qui s'est passé. En 2003, je suis au lycée. J'arrive en seconde, j'ai 15 ans et je rencontre mon premier amour. Je tombe folle amoureuse d'un mec et mon hyper-émotivité et moi, on est comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Relation ultra toxique, d'accord, du chantage émotionnel, j'ai tout eu. Et par contre, j'étais in love, mon premier amour, vraiment. J'étais à 1000% émotionnellement, c'était la folie. Et en fait, après quelques mois de relation et cette hyper toxicité, j'apprends qu'il m'a trompée. J'apprends qu'il m'a trompée pas qu'une seule fois, qui s'est bien fait plaisir. Et là, je déchante. Un premier amour, lycée, et en plus on parle d'une personne qui déjà n'avait pas spécialement confiance en elle. Si vous avez lu mon histoire, vous savez que c'était compliqué voilà, j'avais jamais confiance en moi, etc. Et donc, c'est là le point, on a parlé traumatique, l'événement de vie qui déclenche le truc. Donc on a parlé du terrain, des causes, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et en fait, mes émotions personnellement influencent complètement mon appétit. Donc en fait, pendant les mois qui suivent, j'ai une perte d'appétit notable et en fait, je perds beaucoup de poids. Donc, quelle est mon expérience avec les TCA? Personnellement, je fais partie de la catégorie anorexie. Pas anorexie mentale. D'accord? Je vous l'ai dit en définition tout à l'heure, je le répète pour ceux qui nous ont rejoints. Quelle est la différence entre l'anorexie et l'anorexie mentale? L'anorexie, c'est une perte de poids et une perte d'appétit surtout. C'est une grande perte d'appétit et qui provoque une perte de poids. Et l'anorexie mentale, je reprends ma petite définition exactement, c'est la perte de poids intentionnelle. Et donc dans mon cas, j'ai fait une anorexie, mais pas une anorexie mentale, puisque je n'ai pas cherché volontairement à perdre du poids. Par contre, le problème, c'est que j'ai perdu quand même pas mal de poids. Et pour ceux qui nous ont rejoints, différence entre boulimie et hyperphagie. La boulimie, c'est quand tu manges beaucoup avec vomitif ou laxatif, donc des comportements compensatoires, et l'hyperphagie boulimique, quand il n'y a pas de comportement compensatoire. Donc là aussi, dans les TCA, il y a plein de choses. Donc moi, à ce moment-là, je fais une période d'anorexie. Pas juste, mais en l'occurrence, j'ai une très grosse perte d'appétit, et j'ai, du coup, par la suite, une très grosse perte de poids. Déjà, je ne me rends pas forcément compte de ce qui se passe. À l'époque, je perds l'appétit parce que je suis triste, je suis dévastée, je me sens mal et donc du coup, je n'ai pas faim et c'est compliqué. Et en fait, à ce moment-là, j'atteins les 37 kilos à 16 ans. Donc, j'étais pas épaisse à l'époque. Et donc, c'est cette période d'anorexie qui marque quand même ma vie et qui fait que ce qui est intéressant, c'est aussi qu'est-ce qui aurait été le point tu vois, donc je n'ai pas été hospitalisée, mais est-ce que si j'avais pas pris en charge quelque chose, si j'avais pas changé les choses, ça aurait pas été différent. Donc, je le rappelle, là c'était une période d'anorexie, pas d'anorexie mentale, parce que je ne souhaitais pas maigrir, mais en fait j'avais aucune confiance en moi, j'étais complètement mal émotionnellement, et surtout, j'avais aucune connaissance de mon hypersensibilité
de mon fonctionnement émotionnel, de mes manques de confiance, etc. Et en fait, j'avais pas les outils, j'avais pas les connaissances, et en fait, j'avais pas de soutien vis-à-vis de ça, au sens où je comprenais pas trop ce qui se passait. Donc ça, c'est l'histoire de ce qui s'est passé, je vais vous en reparler. Et donc en fait, cette méconnaissance de l'hypersensibilité, c'est aussi ne pas comprendre que j'étais submergée par mes émotions, ne pas comprendre l'incidence sur mon appétit, ne pas avoir des outils pour dépasser les émotions, et en fait, être submergée par des émotions, les pensées et mes ressentis, avoir cette baisse d'appétit drastique, et en fait, de se rendre compte que la cause n'était pas l'alimentation en soi. Par contre, je ne bouffais plus rien. Donc à une époque, je n'arrivais pas à manger une fourchette de steak, je mangeais, et en fait, je n'avais plus faim tout de suite. Et la satiété arrivait instantanément. C'était très compliqué parce que, en fait, du coup, les gens ne comprennent pas. Et en fait, c'est là où je voudrais vous parler aussi de mon expérience, c'est toutes les difficultés qu'on rencontre à cette époque. C'est-à-dire, déjà, je suis au fond du trou, d'accord? C'est terrible. Genre, premier amour, le mec me trompe, me fait vivre l'enfer, c'est horrible. Je manque de confiance en moi, je ne comprends pas ma sensibilité, et en fait, les gens n'aident pas pour ça. Mais les pauvres, ils font de leur mieux. Je veux dire, c'est pas pour les incriminer, c'est pour comprendre aussi qu'est-ce qui peut vous aider à aller mieux. Et en fait, j'ai eu plein de difficultés que je voulais vous partager et qui vont peut-être résonner en vous. La première, c'est les remarques extérieures. Donc, on en a parlé déjà un petit peu en début de live, mais par exemple, moi, le truc qu'on me dit tout le temps, c'est oh, tu vas te casser, t'as l'air tellement fragile, genre, ah non, non, t'es sûr, ça va, tu vas réussir à porter et tout. Compliqué. Et c'est les remarques qu'on a vues aussi en début de repas. Ah, tu manges beaucoup, t'es trop gros, machin. Ces remarques-là, en fait, qui ça aide de faire ça? Ça arrive. Et là, en fait, vraiment, 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 c'était la plus grosse difficulté. Le deuxième truc que peut-être les personnes qui ont fait des périodes d'anorexie ont vécu, c'est quand on faisait ça. C'est quand on essayait de faire le tour de mon poignet. Et en fait, tous les gens faisaient ça. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je le vis, enfin, et à l'époque, je le vivais déjà, comme, vous savez, quand les femmes enceintes se font toucher leur ventre alors qu'on leur demande pas leur avis, et que je trouve déjà effectivement hyper bizarre. Et en fait, moi, les gens se permettaient de me prendre le bras et de toujours mesurer en mode oh, mais regarde, t'as tellement tout petit poignet, mais t'es tout fragile, tout. Tiens, me touche pas. Me touche pas, c'est pour faire des trucs comme ça. Et en fait, ce truc-là, ben, c'était pour me montrer à quel point j'étais différente et que j'étais toute maigre, etc. Et en fait, c'est pareil, ça n'aide pas. Ça rajoute des difficultés pour rien. Vous n'avez pas à subir ça. Personne n'a touché votre corps sans votre accord, déjà. Et c'est important de prendre conscience aussi de tout ce qui, pour moi, sont des choses qui vont maximiser les TCA, en fait. Parce qu'on parle des TCA, mais on ne parle pas de tout ce qui pose problème aux gens qui traversent les TCA. Des gens qui traversent des difficultés alimentaires. Et pas que TCA, d'ailleurs. Je vous avais dit ce soir, on ne parle pas que des TCA, on parle juste du rapport à l'alimentation, du rapport au poids et de tout ce que ça provoque. Et il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de faire ça. D'accord? Vraiment, 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 vraiment. Et je pense que le jour où les gens déjà si les gens avaient des problèmes alimentaires sans côtoyer personne et sans que personne les emmerderait, je pense qu'il y en a plein qui auraient moins de problèmes. Donc, cette deuxième catégorie était compliquée. La troisième difficulté que j'ai rencontrée, c'était les vêtements. À l'époque, quand je faisais du XXS, c'était trop grand. 37 kilos, hein, donc du coup, c'est vrai que je rentrais pas dans beaucoup de pantalons, du coup, je les remplissais pas et c'était hyper pénible. Et c'est vrai que cette difficulté à s'habiller d'un extrême ou dans un autre, d'être face à tout ça, etc., c'est compliqué, d'accord? C'est là aussi une difficulté supplémentaire et la méconnaissance du problème, je trouve. Vraiment, c'est la plus grosse difficulté. Quand je vois ce dont on est obligé de parler aujourd'hui, si on savait tout ça au départ, si on connaissait les causes, si on avait des gens, tu vois, à l'école, si on nous apprenait la bienveillance, la gestion des émotions, la gestion de la négativité des autres, des remarques, des insultes, ça changerait tellement de choses. Franchement, hein, la Sécu, s'il y en a un qui passe par là et que vous êtes responsable de ça, à la place de mettez le budget pour que jeunes, on soit accompagnés sur ça. Je pense que vraiment, ça ferait la diff. Alors, par contre, je vais aussi vous parler de ce qui m'a aidé et qui, j'espère, vous aideront. Et peut-être partagez-moi aussi quelles ont été vos difficultés et qu'est-ce qui vous a le plus aidé aussi dans ces périodes. Moi, ce qui m'a le plus aidé, c'était le soutien de mes amis, même s'ils ont pu être dans les difficultés. Hein, c'est-à-dire que c'est les mêmes qui parfois ont fait ce genre de gestes, m'ont dit que j'allais me casser, etc., qui ont aussi quand même été un soutien pour me dire c'est ok, allez, on est là pour toi, etc. Et on en parlait tout à l'heure, je crois que c'est Ophélie qui disait ça, me donner l'amour. Parce que dans mon cas, c'était tellement émotionnel, c'était tellement un manque d'amour, c'était une blessure du rejet, de ce manque de confiance en soi, de cette blessure émotionnelle là qui a été mis à vif à une profondeur assez violente, qui fait que du coup,
du coup, j'avais ce besoin d'amour, de reconnaissance, d'existence. Et en fait, je pense qu'il y a presque un moment où en fait, tu disparais, quoi. C'était tellement une petite chose. La deuxième chose qui a été importante, donc du coup, c'est de me sentir aimée et considérée. Donc là aussi, l'accompagnement, le travail sur l'amour de soi, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur prendre soin de soi, sur bien s'entourer, tout ça, c'est des choses qui vont vous aider, qui vont énormément vous aider, dont vous avez besoin et dont il faut surtout pas se priver. Vraiment, ne vous privez pas de ça. N'ayez pas peur de demander de l'aide, c'est normal, on a tous besoin d'aide et c'est important d'être soutenu par les bonnes personnes, par les gens qui vont vous faire du bien, qui vont vous donner les outils et qui vont savoir vous accompagner dans ces périodes pour aller mieux, aller de l'avant. Et voilà, pas ceux qui vous disent c'est facile de perdre du poids ou c'est facile de faire ça. Ça non, pas ça. Prenez des gens qui vont vous aider et vont vous faire du bien. Le troisième truc qui m'a aidé moi personnellement, c'est la danse. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que en fait c'est là où j'ai pu retrouver une connexion à mon corps déjà et maintenir cette connexion à mon corps en me faisant confiance. Donc ça, je pense que ça m'a aidé à pas céder à une certaine déconnexion du corps. Ça m'a aidé aussi d'un point de vue féminin. Donc là aussi, tout ce qui est critique, mentalisation, tu ressembles plus à une femme, ce genre de conneries, bah, en fait ça m'a aidé aussi à me sentir dans mon corps et l'exutoire émotionnel. Donc prenez du temps aussi pour vous faire du bien, pour avoir une activité qui va vous faire du bien. Émotionnellement, je pense que ça peut vous aider, pas seulement au sens vous faire une activité physique, au sens vous bouger, mais vraiment émotionnellement, mentalement, vous libérer. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une activité physique, ça peut être une activité créative, ça peut être des sorties, des marches dans la nature. Prenez du temps pour vous, c'est hyper important. Et évidemment, le dernier point qui m'a le plus aidé, c'est reprendre confiance en moi. Alors, ça a été un gros sujet, hein, vous savez, c'est ma spécialité, donc c'est de ça dont je parle le plus souvent. Mais apprendre à me connaître au fur et à mesure, de prendre confiance en moi, d'aller chercher qu'est-ce qui s'était passé, etc. et d'avancer sur ça, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est ça, vraiment, émotionnellement, ça a été important. Et je pense que c'est de toute façon le truc qui m'a le plus aidé dans ma vie et qui continue à m'aider aujourd'hui et qui m'aidera encore demain sur toutes les étapes que je vais continuer à faire. De prendre confiance en moi, d'apprendre à me connaître, de dégager tout ce qui est négatif et de cultiver le positif. Est-ce que déjà ça vous a aidé? Est-ce que vous avez des questions? Ça vous a aidé et des retours d'expérience? N'hésitez pas à me les dire maintenant. Voilà ce qui a été mon parcours et ce qui a fait que du coup cette période d'anorexie, après j'ai pris quelques temps pour reprendre du poids, repasser de 37 à 45 puis 50 kilos et en fait ça a été une période marquante. Alors, on me disait, et bizarrement, j'ai repris aussi du poids quand j'ai stoppé la danse par un hasard. Faites-vous du bien. La danse, si vous avez envie de danser, c'est pas un hasard. Là aussi, c'est une connexion au corps. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous avez besoin, c'est vrai que c'est important. Et je réponds du coup maintenant que j'ai répondu, Jody, si tu es encore là, à ta question. Donc, Jody me disait tout à l'heure, maintenant que tu es sortie de ça, est-ce que tu n'as pas peur de retomber dedans? C'est une vraie question. Non seulement si vous êtes dans les TCA, mais si vous avez eu des problèmes alimentaires. Donc là aussi, à chaque fois je dis TCA, mais ce live est vraiment pour parler du rapport à l'alimentation, au poids, à la nourriture. Voilà, merci Jody, tu es là. Est-ce que j'ai peur de retomber là-dedans? Je me connais. Donc je sais que par exemple, si j'avais des grandes tristesses, j'aurais une baisse d'appétit. C'est mon fonctionnement émotionnel. En revanche, en ayant travaillé sur moi, en investissant sur moi, en apprenant à connaître ma sensibilité, toutes ces composantes, en prenant confiance en moi, non, j'ai plus peur de retomber dedans. Parce qu'en fait, je sais déjà que si ça arrive, ce sera extrêmement temporaire et j'aurai les outils et je saurai déjà demander de l'aide s'il y a un besoin, je saurai apprendre à travailler sur ce qui ne va pas, demander du soutien où il y en a besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a autour et c'est tout ce que je donne à mes coachés qui fait que j'ai pas peur de revivre ça. Parce que maintenant, je sais demander, je sais me connaître, je connais mon fonctionnement. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas ne pas avoir des journées où ça va pas. Je sais pas, je vous donne un exemple. Demain, si mes parents décèdent, je pense que je vais sûrement perdre de l'appétit. Peut-être que je vais perdre du poids. Mais ce sera temporaire. Peut-être que ça fera partie du deuil, etc. Mais j'ai pas peur que ça devienne une TCA. C'est un événement de vie. Et c'est juste s'autoriser à avoir quelques conduites qui fait que ça arrive en fait. Mais ça n'est pas un problème quand c'est un problème ponctuel. Personne n'est parfait. Par contre, j'ai pas peur que ça redevienne parce qu'en fait aujourd'hui je me connais. J'ai les outils relationnels, émotionnels, mentaux, sensoriels pour aller de l'avant. Et aussi d'ailleurs pour accepter que ça n'aille pas. Non pas que
que je suis hermétique et que j'aurai plus jamais de problème et tout. C'est impossible. C'est impossible. Mais moi, forcément, les épreuves de la vie, si demain je tombe malade ou j'ai un cancer ou j'ai un truc horrible, mais bien sûr, personne ne peut prétendre d'être complètement bien. Mais par contre, je travaille sur moi pour me dire je peux accepter ce qui ne va pas, comment ça ne va pas, la période, faire en sorte après de mettre en place les outils, d'essayer, d'échouer, de recommencer, de me faire aider. J'ai pas peur de me faire aider. Moi, je prends des coachings tout le temps. J'achète des formations sur tout ce qui peut m'aider, de demander à des amis des conseils, et donc en fait de parler de ce qui va pas. Je pense que c'est la première compétence qu'on devrait tous avoir en fait. Cette connaissance de soi pour savoir quand ça va et quand ça va pas. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pas peur. Dis-moi si ça a répondu à ta question et si vous en avez d'autres, je serais ravie de répondre à toutes vos questions à partir de là. Donc dites-moi comment ça résonne en vous ce live. Est-ce que ça vous aide? Est-ce qu'il y a des choses qui ça a fait naître en vous? Et si vous avez des questions par rapport à mon parcours ou par rapport à quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Qu'est-ce que je m'étais marqué encore? Oui. Après, je vous parlerai de ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. En attendant, je le répète, c'est hyper, hyper important que vous soyez accompagné et par les bonnes personnes. Quand vous savez que vous passez du temps à écouter les conneries des gens qui vous parlent mal dans vos familles, dans vos amis, ah, t'es trop gros et machin, et c'est facile et tout, passez de cette énergie-là avec des gens qui vont être bienveillants, qui vont avoir les outils, les méthodes, qui vont savoir vous aider. Ce soir, si vous soupçonnez un doute de TCA, prenez rendez-vous avec un médecin traitant. Rien que ça. Si vous détectez que vous avez une difficulté à accueillir vos émotions, à prendre confiance en vous, à vous sentir bien avec votre hypersensibilité, ben vous prenez rendez-vous avec moi. Et on en parlera et on va résoudre ça. Marine, oui, je pense comme toi qu'on retombe différemment. Alors, je pense comme toi qu'on peut retomber en fait différemment de temps en temps en hyperphagie. Oui. Donc c'est évidemment que vous pouvez en fait avoir des choses. La différence c'est entre avoir un épisode et tout en étant surveillé. Si vous êtes en TCA, de toute façon vous serez surveillé. Donc il faut que vous ayez un médecin à qui parler de tout ça. Et après parler. Vous avez vu sur le schéma que je vous ai mis sur l'iceberg et vous avez vu sur les causes qu'on a évoquées. Je les répète pour ceux qui arrivent après, mais on a parlé qu'il y avait à la fois, attendez, j'ai les papiers partout, les causes génétiques, les causes sensorielles, émotionnelles, physiques, psychiques et socioculturelles. Donc voilà, moi par exemple, je sais ce que je travaille avec mes coachés. Je ne travaille pas les causes génétiques, sur ça, faites-vous accompagner par un médecin. Je ne travaille pas sur toutes les causes psychiques, mais sur une partie. Et je travaille particulièrement sur les causes émotionnelles, sensorielles, une partie des causes physiques et une partie des causes psychiques et socioculturelles. Donc en fait, je travaille sur vos croyances limitantes, sur votre confiance en vous, sur comment vous allez percevoir votre sensibilité. Et j'espère que ce soir, d'avoir pris conscience du lien entre l'hypersensibilité, la nourriture, comment ça fonctionnait, vous allez pouvoir en fait aller de l'avant. Christelle qui nous rejoint, on a parlé d'alimentation et d'hypersensibilité ce soir, mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui rejoignent le live maintenant et qui n'ont pas tout vu, ben, il sera disponible en replay. Et voilà, on a parlé de tout ce que ça pouvait avoir comme cause entre l'alimentation, les troubles, les troubles alimentaires, je dis toujours les troubles comportements, mais c'est pas comportement, c'est les troubles des conduites, les troubles des conduites alimentaires. Donc voilà. Alors, on me dit comment arrêter les conneries des gens. Moi, je suis très agressive quand on me dit que je suis grosse. Ah bah, c'est normal. C'est normal que tu sois agressive quand on dit que tu es grosse, puisque c'est une insulte, que c'est un manque de bienveillance. Donc, tu ne peux pas arrêter la connerie des gens. Ça, c'est pas possible, malheureusement. Par contre, vous pouvez changer votre relation, vous pouvez changer votre communication, vous pouvez faire le tri dans la négativité des autres, mettre des barrières, apprendre à dire non, prendre suffisamment confiance en vous pour faire le tri et aller de l'avant. Inès nous dit, j'ai compris plein de trucs, merci, trop cool. Dites-moi qu'est-ce que vous avez le plus retenu ce soir ou qu'est-ce qui a le plus aidé, est-ce qu'il y a un mot, voilà, une situation, un exemple, est-ce que ça vous a aidé ou juste si ça vous a aidé, on va terminer ce live de toute façon dans pas longtemps, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, si ça vous a plu.
si j'ai bien fait de faire ce live qui était improvisé suite à de votre demande d'hier. Et j'étais vraiment très 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 contente de toute façon, comme toujours, de passer la soirée avec vous, de vous donner un maximum de clés. Donc du coup, je vais répéter les éléments importants pour tous ceux avant qu'on se quitte. C'est quoi les TCA? Les TCA, c'est des troubles de conduite alimentaire. On parle d'anorexie, anorexie mentale quand c'est volontaire avec une perte de poids intentionnelle, de la boulimie et de l'hyperphagie boulimique. Je vous ai parlé en fait de la nourriture et moi et de toutes les causes qu'on pouvait identifier pour le lien entre la nourriture et notre façon de la percevoir. Donc il y a les causes génétiques, on a parlé par exemple du fait que tu ne mangeais rien, les causes sensorielles, le fait d'être soi-disant trop difficile, les causes émotionnelles et l'anxiété dînatoire, les reproches, les insultes, etc. La déconnexion au corps qui était liée aux causes physiques et au fonctionnement des repas, les causes psychiques liées à la culpabilisation, du genre il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, le chantage avec les causes socio-culturelles, qui pouvaient poser problème. L'idée, c'est de changer ça et de traverser ça et de s'en servir avec votre hypersensibilité. Moi, je vous aide en fait à prendre conscience de comment fonctionne votre hypersensibilité, comment s'en servir justement pour vous aider à débloquer les situations où ça ne va pas dans votre vie, que ce soit justement le rapport à l'alimentation, mais à votre boulot, dans vos relations, parce qu'en fait, tout est lié. Tout est lié. En fait, on va prendre un angle et vous allez voir que c'est ce qui va débloquer d'autres choses. Rappel, c'est ce que je vous ai dit dans le disclaimer, pour les TCA, vous vous faites également accompagner par un médecin, c'est très important, idéalement spécialisé des TCA, mais si vous vous sentez perdu et que vous n'avez personne, vous commencez par aller voir votre médecin généraliste pour en parler. Et voilà, et c'est très très important que vous puissiez avoir le soutien. Voilà. Pourquoi je vous parle de vous faire accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, je m'en fous. Ce qui compte, c'est que vous soyez aidé, d'accord? Quel que soit votre besoin, vous identifiez votre besoin. Si vous pensez que c'est moi parce que c'est la confiance en soi, l'hypersensibilité, que vous cherchez votre bonheur et que vous voulez changer ça, c'est moi. Si vous sentez que c'est de la TCA pure et dure, que ça va et que c'est que des régimes, vous voulez des machins, prenez un spécialiste TCA. Si c'est d'autres problématiques, allez chercher, mais faites-vous aider. Peu importe par qui, mais faites-vous aider. Mais c'est hyper important parce que du coup, qu'est-ce que ça va vous apporter? Et que, en tout cas, moi, j'essaye vraiment d'apporter et que je fais mon maximum pour tout donner à mes coachés. Ça va être le soutien pour avoir l'écoute et la compréhension nécessaires, d'accord? Pour arrêter toutes ces conneries de «Ah, mais c'est facile». Qu'est-ce qu'on a vu aussi dans toutes les insultes, toutes les croyances limitantes que vous avez eues, que ce soit à cause des conditions socio-culturelles, que ce soit à cause de l'anxiété, des émotions, etc. Les outils, oui, c'est-à-dire qu'à un moment, rien ne vaut d'avoir des outils. Et des fois, vous allez perdre trop de temps à vouloir réinventer la roue, alors qu'il existe des outils qu'on peut vous donner sur mesure pour vous, pour votre hypersensibilité, et qui vont simplement vous aider. Des fois, des fois, il y a des gens qui me disent mais Elise, mais si j'avais su ça il y a 10 ans, mais je me serais pas cassé le bec. Mais moi aussi, je me dis ça. Je me dis, mais si j'avais su tout ce que je vous ai dit ce soir, il y a 10 ans, putain, j'aurais été tellement plus heureuse, mais franchement, c'est fou. Des fois, il suffit d'un outil, d'une parole, d'une connaissance, d'un truc, et c'est hyper important. Donc, toujours pensez qu'il existe des outils. Il faut juste que vous alliez les chercher. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide pour ça, c'est important d'avoir les outils pour reprendre confiance en soi, casser les croyances limitantes, penser les blessures émotionnelles. Moi, ça, c'est ma régalade. J'adore aller mettre le doigt sur le truc qui bloque, aller poser les bonnes questions et trouver l'outil qui va aller avec. Vraiment, ça, c'est ce qu'on fait en coaching. Et surtout, déculpabiliser. Tous les gens qui vous font culpabiliser, ça dégage. Ça dégage! Même si c'est temporairement machin, vous savez qu'en tout cas, c'est pas avec ces personnes-là que vous allez pouvoir aller de l'avant. D'ailleurs, ne prenez jamais un coach qui vous culpabilise. Jamais, jamais, jamais. C'est hyper important. Donc l'idée, c'est d'aller déculpabiliser, comprendre le lien avec votre sensibilité et faire en sorte que vous alliez de l'avant pour être plus heureuse. C'est tout. À la base, c'est juste ça l'idée. C'est de vous sentir bien. C'est de vous sentir bien en étant vous-même, pas avec du stress, de l'anxiété, des angoisses, de la solitude, tout ça. Non, 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 non. Il existe des solutions pour aller mieux. C'est marrant parce qu'en fait je me souviens d'une de mes coachées d'ailleurs où il y avait un vrai travail sur la culpabilité. Donc en fait on travaillait ensemble, pas pour les TCA, mais effectivement j'ai découvert qu'elle avait ce problème d'alimentation qui était on va dire une fin de boulimie, c'est-à-dire que c'était pas présent dans sa vie comme une TCA active, mais ça pouvait un peu revenir quand on en avait parlé, donc c'était pas complètement guéri. Et en fait je me souviens que juste d'avoir fait le travail sur la culpabilité, ça lui a fait un déclic, vraiment. Parce qu'elle avait un discours interne tellement toxique que c'était catastrophique. Et en fait, donc elle faisait de l'hyperphagie boulimique. Et en fait, la crise qu'elle vivait, ça lui provoquait une énorme culpabilité. Donc en fait, par exemple, nous ensemble, on a travaillé sur ça, sur ce rapport à la culpabilité, à comment elle vivait ça émotionnellement, mentalement, sensoriellement, vis-à-vis de donc cette haute sensibilité. Et en fait, de comment se détacher de cette culpabilité qu'elle vivait à ce moment-là.
Et avec plusieurs choses, se reconnecter à vos sensations, comme je vous en ai parlé, d'être plus douce et plus bienveillante avec soi-même, parce que là aussi, il y avait un gros travail à faire, et ça l'a libéré complètement. Donc des fois, c'est des petites choses où en fait, vous avez vu toutes les causes qu'on a listées. Et des fois, vous croyez juste que le problème, c'est vous avec l'alimentation, mais c'est pas ça. Ça va être aller chercher la cause, le truc qui revient, et c'est important de pouvoir aller chercher tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme commentaire? J'arrive, je reviens, vous avez mis des commentaires. Alors, Anne-Laure, je te remercie beaucoup pour ton live, Elif. Bonne soirée à tout le monde. Merci Anne-Laure d'avoir été là. Merci beaucoup. Alors, Jessica, merci beaucoup. Je ne m'étais pas rendu compte que mon hypersensibilité puisse jouer à ce point là-dessus. Oui, et c'est pour ça que moi, en fait, je parle beaucoup d'hypersensibilité. Enfin, je travaille avec des personnes hypersensibles, mais on ne travaille pas que sur votre hypersensibilité, parce qu'en fait, c'est juste un point de départ qui est votre façon d'être, et la comprendre pour prendre confiance en vous, pour pouvoir débloquer ce qui ne va pas, c'est ça la clé. Et moi, c'est ça ma passion. Donc écoute Jessica, je suis ravie que ça ait pu t'aider. Et puis j'espère qu'on pourra reparler d'hypersensibilité ensemble pour débloquer encore plus de choses et que voilà, vous vous libérez avec tout ça. Alors, c'était super intéressant. Merci beaucoup Marine. Merci pour ce live très intéressant comme toujours. Christelle, félicitations. Merci pour ton aide et les conseils pour les personnes qui en ont besoin. Merci à vous. J'étais vraiment contente de vous aider. Jessica, je comprends mieux pourquoi j'y arrive pas avec les nutritionnistes. Oui, surtout quand... Alors, ça c'est très 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 important ce qu'a dit Jessica. Si vous êtes déjà suivi, continuez à l'être, c'est important, avec les nutritionnistes, les diététiciens, mais très souvent ça suffit pas parce que ça n'adresse que la partie alimentaire. Dans ce cas-là, prenez un accompagnement complémentaire dédié à votre fonctionnement émotionnel, psychologique et voilà, vos ressentis. Et voilà, moi c'est sur cette partie que j'interviens, pas sur la partie nutrition et pas sur la partie recette. Et donc c'est pour ça que généralement les femmes que j'accompagne ont une nutritionniste à côté pour le suivi. Donc oui, c'est aussi pour ça que des fois vous avez l'impression que vous avancez pas avec la nutrition parce que c'est qu'une partie. De la même façon que dans un sens, si vous travaillez sur vos blessures émotionnelles mais qu'après vous n'avez pas encore fait le travail nutritionnel, c'est souvent important d'avoir les deux. C'est vrai que si vous avez eu des comportements alimentaires compliqués, en fait on va trouver les causes, libérer, aller faire le lien avec les émotions, etc. Mais des fois, vous avez juste aussi besoin de retrouver des recettes, une nutrition, de comprendre les nutriments, les protéines, etc. Et là, par contre, c'est un travail avec les nutritionnistes. Et vous, dans ce cas, vous pouvez prendre un accompagnement avec une nutritionniste. C'est très important, je vous le conseille. C'est donc émotionnel. Oui, dans ce cas-là, n'hésitez pas à travailler avec ça, c'est hyper important. Moi, le sujet me concerne en ce moment, c'est le harcèlement moral au travail, donc un manque de confiance en moi. J'espère un prochain live sur le sujet. Oui, tout à fait, puisque j'ai moi-même vécu des problèmes de harcèlement au travail. Donc, c'est une bonne proposition de sujet. N'hésitez pas à me le remettre quand je le pose en live, de m'envoyer, parce que pour pas que j'oublie. Donc, oui, on va reparler. Et après, j'en parle. Ça, c'est un sujet qui peut être traité, enfin, que j'aborde du coup d'un point de vue relationnel, parce qu'en fait, c'est souvent dans nos relations où ça peut se traiter. Et en fait, dans ce cas-là, je te conseille mon atelier sur les relations quand on est hypersensible. Alors, j'ai pas encore de date, mais je vais en reprogrammer une nouvelle session. C'est des ateliers de coaching de groupe. Donc, voilà, ça devrait ressortir bientôt. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos mails si vous êtes intéressé par les ateliers et par les coachings. Vous pouvez me contacter directement à MP pour pouvoir être accompagné sur ça et que vous puissiez faire les prochains ateliers. Qu'est-ce qu'on a sur Instagram? Alors, j'ai compris plein de trucs. Sarah, le circuit de la récompense et le manque, oui, ça c'est ce qui... Ah d'accord, oui, vous me disiez ce qui avait le plus impacté en vous, donc ça c'est ce qui vous a le plus marqué. Élise, en fait, mon alimentation n'est pas le problème et je viens de réaliser, je pense que j'ai un travail à faire, merci beaucoup. Je suis trop contente que ça vous ait aidé. Ravie Élise, et puis du coup, si tu veux qu'on en parle, tu n'hésites pas à m'écrire en privé. Jody, merci, top, ce live très utile. Moi, je suis très 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 contente que ça ait pu vous aider. Donc n'hésitez pas à en parler à un médecin si vous avez des doutes et des comportements compulsifs, à prendre une nutritionniste pour travailler vraiment le rapport à l'alimentation en elle-même, les recettes, comprendre comment ça marche, les calories, de quoi vous avez besoin, etc. C'est important que vous soyez accompagné, nutritionniste, diététicienne, etc. Et pour l'accompagnement émotionnel, sensoriel, confiance en soi et tout, vous m'écrivez. Vous allez sur le lien dans ma bio, vous allez pouvoir déposer votre demande de coaching. Vous pouvez m'écrire aussi en privé pour qu'on en parle si c'est suite à ce live. Et dans ce cas-là, on travaillera nous ensemble sur votre aspect émotionnel, les liens d'attribution, comment vous avez fait pour avoir les différentes causes, les croyances limitantes et faire surtout que vous soyez heureuse et pas que avec la bouffe, avec tout de toute façon. Et c'est ça qui va être magique, c'est qu'en fait, quand vous travaillez sur ça, vous pouvez travailler en fait avec cette porte d'entrée sur l'alimentation, mais ça va débloquer d'autres choses. Parce qu'en fait, quand le problème il est émotionnel, ben, ça va résoudre ton problème peut-être avec l'alimentation,
peut-être aussi avec ta relation à ton conjoint, etc. Parce qu'on va mettre le doigt sur des choses bien plus profondes que juste ce rapport émotionnel, ce rapport à l'alimentation, pardon. Mais ça va être vraiment comment tu gères tes émotions. Et ça, gérer ses émotions, pas au sens les retenir, hein, je dis pas gérer comme ça, un te dit en capsule, gérer au sens les accueillir, s'en servir, les comprendre. Pareil pour votre fonctionnement de sensibilité, de haute sensibilité. On va travailler sur votre confiance en vous et ça va débloquer le reste. Donc écoutez, je suis trop contente que ça vous ait aidé. J'ai hâte de parler à ceux qui ont envie d'aller plus loin ensemble. Vous écrivez un message privé idéalement, vous me dites que vous avez vu le live, on en reparlera toutes les deux. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Si vous avez des dernières questions, c'est maintenant. J'ai adoré passer ce moment avec vous comme toujours. Je suis hyper heureuse que ça vous ait aidé, que ça vous ait rappelé que ce n'est pas vous le problème, qu'il y a plein de causes. Ceux qui n'ont pas tout vu, je vous invite à aller voir le live dès le début parce qu'on parle de plein de choses. Et a posteriori, si vous voyez ce live en replay, ou même après, pour ceux qui sont encore là, vous avez encore d'autres questions, vous les mettez en commentaire, même après, j'y répondrai. Et voilà, je suis ravie de vous avoir retrouvé pour un nouveau live. On en fera sûrement bientôt d'autres. Comme l'a fait Christelle, si vous avez d'autres sujets de live ou d'ateliers, je vais sortir pas mal de choses là aussi, il y a des ateliers qui vont arriver. Vous n'hésitez pas.